Edith, on peut peut-être démarrer avec vous. Je vais être galant. Vous êtes la seule femme de ce panel, donc j'en profite. Bonjour. Cofondatrice donc, de Nexterity, qui a 3 ans, je crois. Oui. Vous êtes dans le logiciel, dans les services, le big data au sens large. Vos clients, ce sont les grandes entreprises, dans l'énergie, dans les transports, dans l'IT. Et donc, vous avez intégré, on en parlait avec Antoine Petit juste avant, vous avez intégré l'IRT Systemix récemment dans le cadre du programme Start at Systemix. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu là ce matin ? Oui, alors on a eu connaissance un peu par hasard du programme Start at Systemix. Donc, Nexterity, on est spécialisé dans l'analyse sémantique quand il y a des problèmes quand il y a des gros volumes de texte à lire ou des messages en temps réel, on développe des solutions pour ça, notamment pour la SNCF ou pour d'autres grands groupes. Donc, on a eu connaissance de ce programme pour la partie pour Systemix MSM, solutions de mobilité. Et on s'est dit que pour nous, ça pouvait être intéressant d'y participer pour gagner un peu en visibilité vis-à-vis des grands groupes qui travaillent dans cette IRT. Et puis aussi pour travailler avec eux. Parce que quand on est une start-up, on est seul. On est quand même très seul. Et ça nous a permis de confronter ce qu'on faisait avec ce que nos partenaires faisaient. On a travaillé avec la RATP, notamment avec Alstom. Et ça a été très intéressant parce qu'on a pu vraiment pas mal échanger. Mais concrètement, alors qu'est-ce que vous en retenez ? Parce qu'on n'est évidemment pas sur la même temporalité pour une start-up. Alors c'est vrai que la discuter temporalité... pendant 6 mois, 12 mois, c'est pas la même chose que pour la RATP, par exemple, qui était à votre place. C'est vrai que nous, 1 ou 2 mois, pour nous, c'est loin d'être l'épaisseur du trait, c'est vraiment important. Et je pense que pour ces grands groupes, ils se sont rendus compte que les enjeux de temps étaient tout à fait, un peu différents pour nous. En même temps, nous, d'un autre côté, c'était intéressant aussi de se programmer dans un planning un peu à long terme, de voir que ce qui nous paraissait important paraissait aussi important à des grands groupes et que finalement, ça valorisait, ça nous a permis aussi de confirmer certaines de nos orientations, puis aussi de faire évoluer notre solution Nextalair d'analyse des messages des voyageurs en fonction de leur feedback, en fonction de données qu'on a échangées, qu'on a données et qu'on a reçues. Donc pour nous, ça a été pour ça très valorisant. Et puis aussi, en effet, en termes de visibilité et de capacité de montrer qu'on pouvait travailler avec des grands groupes. C'était vraiment intéressant. Marc Moret, donc à votre droite, pour Loirtech, donc président de cette PME, 16 millions de chiffre d'affaires l'an dernier. Vous êtes basé à Nantes. Oui, c'est ça. Donc fabrication de moules, hein, je présente en une seconde, moules pour l'aéronautique, entre autres, pas seulement. Donc ça fait des années que vous pratiquez au quotidien cette collaboration avec les IRT. Quand on est une PME comme la vôtre, comment vous avez abordé et en quoi ça valorise votre savoir-faire au quotidien d'avoir pris du temps et de collaborer avec les IRT? L'histoire de Loirtech au sein de l'IRT Jules Verne, elle a commencé très tôt. Elle a commencé dès la création de l'IRT, puisqu'on avait participé à un groupe de travail qui avait été monté par la CCI à l'époque et le pôle MC2 pour pouvoir créer les fondements de l'intervention des PME dans l'IRT Jules Verne. Et ça nous a permis comme ça de créer un GIE qui s'appelle Albatros, qui a permis de regrouper les énergies de différentes PME parce qu'on avait un devoir d'implication financier important. Donc c'est comme ça qu'on a, nous, initié l'intervention de notre entreprise au sein de l'IRT, et ça a plutôt bien fonctionné, puisque on était une dizaine de PME qui ont démarré dans l'IRT. On a monté un nombre de projets considérable, parce qu'il y a une trentaine de projets qui ont été montés au sein de l'IRT, avec pratiquement 3 millions d'euros d'investissement. Donc c'est très au-delà de ce qu'on avait envisagé de faire au démarrage de l'opération. Donc c'était plutôt un succès. Et aujourd'hui, on peut me dire que parmi les PME qui restent dans les membres fondateurs qui étaient à l'origine, parce que tous ne sont pas restés, on a bien évolué, parce que ces sociétés-là ont pratiquement doublé de chiffre d'affaires et d'effectifs dans la période. Donc Est-ce que vous-même, vous avez tissé là, depuis ces années des liens avec d'autres PME de votre secteur, d'abord, évidemment? Oui, c'était l'élément important, c'est qu'on travaille dans l'IRT dans des programmes collaboratifs, donc il faut qu'on soit avec plusieurs PME, mais il faut aussi qu'on ait un intérêt partagé, parce que c'est assez difficile de partager les intérêts avec des concurrents directs. Donc ce qu'on a essayé, c'est de faire en sorte, au sein de ce GIE et dans le montage de projet, c'est d'associer des PME qui étaient complémentaires dans leur business, de les faire intervenir soit directement entre elles dans le cadre d'un projet PME, parce qu'on a monté un projet uniquement avec des PME, qui a impliqué 8 d'entre elles et qui s'est terminé très récemment, ou vis-à-vis de grands groupes pour lesquels on peut fournir des prestations complémentaires.
Pascal Mesguard, donc, qui est à votre droite, est avec nous aussi ce matin, PDG de 7, alors on part en Haute-Savoie. Merci d'être avec nous donc, ce matin. 50 salariés, 12 millions de chiffre d'affaires l'an dernier ou cette année, j'ai un doute là. L'année dernière, 12,3 et cette année, on devrait être à peu près au moins 12 millions cette année. Voilà. Donc vos clients, ce sont des industriels, des centres de recherche, Europe, mais aussi Asie et sur le continent américain. Pourquoi vous avez intégré, vous, Nanoelec ? Alors pourquoi nous avons intégré Nanoelec ? Donc, alors SET existe depuis 42 ans avec une très grosse étape en 2012, avec de nombreux projets qui étaient dans nos têtes depuis un certain temps. Et c'est bien d'imaginer des machines, mais c'est mieux si on les vend. Et les vendre, ça passe notamment par la concevoir correctement. Nous avons un œil de concepteur mécanique, informatique, mais c'est beaucoup mieux si on a un retour d'un véritable utilisateur. Utilisateur et aussi des gens qui ont une vision marché. Donc le fait d'intégrer l'IRT Nanoelec, ça nous permet d'avoir des yeux des gens comme le CEA qui vont utiliser la machine, des gens comme ST Microélectronique qui vont avoir des idées de composants, des gens comme Mentor Graphique, enfin bref, tout un tas de gens qui vont nous permettre d'enrichir notre vision et de concevoir la machine qui va bien. Alors, j'ai peut-être pas dit ce que fait la machine, c'est peut-être important. C'était à moi de le faire, vous avez raison, mais je vous laisse m'expliquer mieux que moi. Ce sont des machines de report de puces. On appelle ça hybridation. Alors, vous avez tous entendu parler de la loi de Moore. Donc, on fait des connexions de plus en plus petites. On parle maintenant de more than Moore. Donc, c'est-à-dire, sur un même support, on va mettre différents types de composants qu'on ne peut pas faire de manière monolithique. Et c'est par exemple les smartphones pour avoir une puce Bluetooth, pour avoir de la mémoire, un capteur d'image, etc. Donc, nous, notre spécialité, c'est de prendre un composant et de le reporter de manière très précise sur son support, en contrôlant le procédé d'assemblage. Alors, ensuite, quand on a conçu notre machine, nous, notre but, c'est aussi de la tester. Et là, le fait qu'elle soit testée par d'autres personnes avec des vrais composants, ça, c'est extrêmement important. Nous avons des puces en quartz qui sont très bien pour faire une première étape de validation, mais après, la vraie vie, ce n'est pas des puces en quartz, la vraie vie, c'est des mémoires, c'est des choses comme ça. Donc, deuxième point, c'est ça, c'est pouvoir valider en réel, dans des vraies conditions, la machine. Et le dernier point, c'est ensuite la communication. Donc, M. Louis Schweitzer a parlé il faut être bon, mais il faut aussi savoir se vanter. Et nous essayons de participer à un certain nombre de conférences, mais la puissance de communication d'un IRT est nettement démultipliée par rapport à celle d'une PME, quoi. Donc voilà, les 3 points principaux pour lesquels nous avons opté pour rentrer dans l'IRT Nanoelec. Même sur un marché de niche, voilà, vous avez vu l'intérêt de collaborer avec l'IRT dans la mesure où, oui, quand on s'appelle SET, on a aussi un déficit de notoriété, même dans son secteur. On est connu sur certains points de marché de niche où effectivement on est leader. Donc là, il n'y a pas de problème, le client va venir nous voir. Mais notre vocation, ce n'est pas de rester là. Encore une fois, il faut progresser, ça a été dit également tout à l'heure. Il faut qu'on avance, on est poussé nous par nos clients. Et là, on a besoin vraiment d'une aide supplémentaire. Merci à vous, Pascal. Maxime Grosjean, donc avec nous aussi pour poursuivre ce tour de table. Gaming Engineering. Gaming Engineering, donc nouvelle start-up. On reste à l'Est, là, enfin, vous n'êtes pas forcément basé à Metz, mais c'est essentiellement là que vous travaillez avec votre IRT sur les systèmes de fixation innovants. Vous allégez, là c'est très concret, vous allégez vous voulez alléger le poids de véhicule, parce qu'on n'en est pas encore en phase industrielle. Et donc votre collaboration, c'est avec M2P, on va en parler pas mal ce matin d'M2P. Vous qualifiez, donc, ça vous a permis de qualifier votre produit déjà, de rentrer et d'être au cœur d'M2P. Oui, donc effectivement, donc Gaming Engineering est spécialisé dans les procédés d'assemblage et les solutions d'assemblage. Et donc l'idée, c'est d'arriver avec des solutions qui répondent aux nouveaux besoins de différentes industries. Alors on a parlé de l'automobile, mais aussi de l'aéronautique. Si je prends l'exemple de l'automobile, aujourd'hui on cherche à baisser le niveau des émissions polluantes pour ce qui est des moteurs thermiques. On cherche à prolonger l'autonomie des véhicules électriques. Et il y a un vecteur commun à tout ça, c'est le poids. Donc les conceptions automobiles évoluent, on intègre des nouveaux matériaux. Alors les nouveaux matériaux, c'est le composite, l'aluminium, les aciers haute résistance. Et se pose une question pour les constructeurs et les équipementiers, c'est de savoir comment on va
pouvoir assembler ces différents matériaux et leur donner une cohésion. Et pour ça, on a développé des solutions de fixation qui permettent de répondre à ces besoins-là. Donc, on les a présentés aux équipementiers de rang 1, à nos champions français, donc comme Valeo, Plastic Omnium, Valeo, Faurecia, bien évidemment. Et puis également auprès des constructeurs, donc PSA et Renault. Les premiers rendez-vous ont été difficiles à obtenir, c'est normal, puisqu'avec un statut de PME, c'est toujours compliqué d'obtenir ces premiers rendez-vous. On a réussi à obtenir ces entretiens et la pertinence des solutions a fait que les échanges se sont développés. Et très rapidement, ils nous ont demandé d'apporter la preuve que ces solutions-là étaient bien pertinentes et les plus efficaces. Et l'un d'entre eux, donc pour ne pas le citer, Renault, nous a invités à prendre contact avec l'IRT M2P. Donc, fort de ce conseil, on s'est rapproché de l'IRT M2P. Et aujourd'hui, je tiens à souligner l'impact que ça a en termes de développement pour la Startup Gaming Engineering, puisque, on qualifie nos innovations au travers l'outil qui est disponible à l'IRT M2P. Donc là, on fait la preuve de choses qu'on avait déjà développées. Et puis, on a accès à un réseau, à des informations. Et là, on est en train d'accélérer la démarche, puisqu'on va mettre en place des sujets collaboratifs où on va créer. Donc, l'IRT va être une source d'innovation. Et dernier point, puisqu'il y a aussi, au-delà de l'expertise technique, il y a aussi une compréhension des enjeux de développement. Et donc l'IRT M2P va nous appuyer dans cette phase de développement dans un projet qu'on appelle Start Engine pour passer du stade Startup au stade PME. Donc, et quel poids, concrètement, on peut espérer gagner là, sur un véhicule lambda? On a l'impression qu'il n'y a pas eu beaucoup de progrès, et pourtant la voiture a beaucoup évolué ces dernières années, mais une berline, un SUV, ça fait toujours autour de 2 tonnes. Donc est-ce qu'on peut espérer demain, je ne sais pas, oui, alors, moins 20, moins 30% sur ce poids au total? C'est difficile de donner un pourcentage exact. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une vraie volonté de baisser le poids des véhicules, mais on ne peut pas le faire à n'importe quel coût. Et cette notion de pertinence économique fait qu'aujourd'hui, on va intégrer des matériaux composites, on va intégrer de l'aluminium, des aciers haute résistance. Et il y avait un des freins, c'est l'assemblage, et de donner une cohérence économique au procédé d'assemblage qui représente une part des coûts assez significatif. Et en tout cas, les innovations qu'on propose sont une des clés qui vont favoriser l'accélération de cet allègement. Voilà. Dernier acteur avec nous donc, pour cette première table ronde, c'est Mathieu Mouchel pour Resus Consulting. Vous êtes basé à Lille. Mathieu, vous avez effectué votre doctorat au sein même de l'IRT Rélenium. Donc là, vous finissez votre thèse et ça y est, d'emblée, vous créez votre société. Quel apport concret là, vous avez eu grâce à Rélenium? Alors, je suis basé à Valenciennes et pas à Lille, juste à côté de Rélenium. Autant pour moi. Justement, on est voisins. J'ai fait ma thèse avec l'IRT Rélenium au sein d'un projet de recherche qui s'appelle le projet EcoVigidrive, où finalement c'était une thèse CIFRE, donc en partenariat avec Alstom et l'université de Valenciennes. Et comme on le disait juste avant, on a besoin d'acteurs qui sont un pied chez l'industriel et un pied au sein des universités. Et c'est le principe même de la thèse CIFRE. Et finalement, c'est un objectif qu'on avait en commun avec l'IRT Rélenium, c'est d'être une sorte de médiateur entre les industriels et les chercheurs, d'être capable de parler les deux langages et de mettre en opposition parfois les intérêts qui ne sont pas forcément exactement les mêmes, et d'être capable de conjuguer un petit peu tout ça. Et ce besoin qui a été identifié au sein du projet EcoVigidrive, finalement, entre mon rôle de psychologue du travail, ergonome, et de prise en compte des besoins des utilisateurs finaux qui étaient les conducteurs de tram en question pour le projet EcoVigidrive, ce besoin en commun m'a vraiment permis de gagner en compétences par rapport à cette médiation entre les industriels et les chercheurs, et m'a donné envie de créer cette société Resus Consulting, donc qui est vraiment une société de support à l'industriel, à la mise en place de protocoles expérimentaux, en tout cas de démarches scientifiques, donc le lien que les universitaires se trouvent là, pour mettre en place des projets de recherche, ou en tout cas mettre en place des protocoles expérimentaux qui permettent de mener à bien des sujets d'innovation et de prendre en compte au sein d'un contexte scientifique les besoins des futurs utilisateurs.
Votre premier projet, c'est le train à distance, enfin qu'on contrôlerait, qu'on Alors, piloterait à distance, un peu sur la forme d'un drone, pas oui, ce serait le qui serait deuxième différent projet du train autonome, qui est quoi. en cours de signature avec l'IRT Alenium, et ça permet d'aller un petit peu plus loin dans ce que je disais juste avant. En fait, l'IRT Alenium nous permet déjà d'acquérir cette compétence, d'acquérir du réseau aussi, parce que comme on le disait juste avant, les IRT ont un réseau bien plus important qu'on ne peut l'avoir nous en tant que start-up, et c'est aussi de proposer des premiers projets. Donc on est vraiment dans du concret, hein. Pour le coup, l'IRT Alenium nous permet de travailler sur des sujets qui nous sont chers, les sujets de recherche. Et donc le premier projet était en lien avec la cybersécurité dans le domaine ferroviaire, et le deuxième projet, oui, est en lien avec la téléconduite à distance de train. Voilà. Et la cybercriminalité ou la cybersécurité, ça vous intéresse aussi? Oui, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup en tant que spécialiste du facteur humain. L'idée, c'est de se dire, à un moment donné, on peut développer tous les systèmes qui vont chercher à bloquer une cyberattaque. À un moment donné, peut-être qu'elle va passer. Et quand elle passera, elle arrivera jusqu'à l'humain qui sera à bord du système. Donc on parle de l'utilisateur, mais on peut parler aussi du conducteur quand on est sur des matériels qui ne sont pas encore automatisés, comme la conduite de tramway par exemple. Qu'est-ce qui se passe si les hackers arrivent jusqu'au conducteur? Comment est-ce que le conducteur va réagir? Et l'objectif de ce projet-là était de travailler avec un simulateur pour vraiment étudier la réaction du conducteur face à la survenue d'une cyberattaque, pour l'accompagner par la suite dans la gestion de cette attaque. Voilà. Edith, pour rebondir sur ce que disait Mathieu, entre autres, hein, d'autres intervenants l'ont dit avant lui, sur la visibilité, la crédibilité que peuvent donner les IRT à Paris ou en local, en région, quand on est une petite PME, voire une start-up. Est-ce que vous avez ressenti ça, vous aussi? Ça vous a ouvert des portes? Oui, tout à fait, oui. Par exemple, là, le contrat qu'on a gagné avec la SNCF, et maintenant NextAlert est dans l'appli SNCF, c'est sur un stand de l'IRT Système X que la SNCF est venue nous trouver en disant: ce que vous faites, ça nous intéresse, est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Ils font aussi partie de l'IRT, et je pense que ça a aussi validé la capacité pour une start-up de travailler avec un grand groupe, parce que je ne suis pas du côté des grands groupes, mais je comprends que ça puisse paraître... Certains peuvent se poser des questions sur la capacité d'une start-up justement à répondre aux besoins, aux exigences, et sur le long terme. Si ça ne marche pas, on ne dira pas c'est la faute d'Edith. On va dire tiens, l'appli SNCF... Oui, elle ne fonctionne pas, c'est nul, quoi. En effet, c'est un risque, oui. Donc et concrètement, là, c'est quelle brique qu'ils ont pris chez vous? C'est la brique de... En fait, on prend des messages des voyageurs sur Twitter et on en fait un fil d'infos sur les perturbations dans le train. Pour l'instant, c'est en Île-de-France. Et ils ont l'air assez contents. Et en effet, c'est un risque de la part de la SNCF. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la rapidité avec laquelle ça a pu se mettre en place. Peut-être parce que la confiance était là, elle avait été installée grâce à cette coopération précédente, peut-être. Marc Morel, Wartec, ça vous a aussi ouvert des portes, là, cette collaboration? Ah oui, bien sûr. En fait, nous, on est dans un monde très concurrent. Le monde d'outillage est un monde assez historique et donc très concurrentiel. Et pour avoir une présence à l'international, il faut absolument avoir une compétitivité sur le produit plus que sur entre guillemets, sur la main-d'œuvre, puisqu'on est quand même dans un pays où les taux de main-d'œuvre sont relativement élevés. Donc, ce qui nous différencie en fait de nos concurrents et fait que on va être retenu par un constructeur français ou étranger, c'est le fait qu'on a un produit qui est différencié. Et en cela, le fait de pouvoir travailler sur des projets de recherche avec les IRT nous permet d'accéder à ces nouvelles technologies et pouvoir proposer quelque chose de différent. Donc c'est vraiment un atout. Ça peut rassurer en France, mais est-ce que ça a aussi un écho à l'étranger, au-delà de nos frontières, là? Alors, l'IRT, je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas s'ils ont pour l'instant encore une notoriété suffisante en termes de l'étranger, mais nous, les apports qu'on a eu de l'IRT, on a déjà commencé à les vendre à l'étranger, oui, bien sûr. Et ça, c'est effectif. Même question pour vous, Pascal, sur SET, là, sur vous qui travaillez, on l'a dit, Amérique du Nord, Asie aussi. Alors pour l'instant, donc, concernant notre projet de développement, on va dire que les progrès que nous ressentons, c'est à l'intérieur de notre écosystème. Voilà. Donc pour nous, directement au quotidien, voilà, les puces des nouvelles puces commencent à être testées sur notre nouvelle machine. On est en train de réfléchir et de mettre en place ce qu'il faut pour 2018. Et je pense que la partie, alors là, directement business, 2018, on devrait commencer à mettre en place des actions vraiment concrètes pour enclencher les ventes de ce nouveau produit. Pour nos start-upers, Maxime, Mathieu, sur le côté accompagnement, là, quand vous démarrez seul, j'imagine, hein, quand on démarre sa boîte, on n'a pas d'associés, pas de collaborateurs, pas de salariés, même pas de stagiaires au tout début. Maxime, donc Mathieu, est-ce que voilà, la partie accompagnement, vous l'avez ressenti au cœur des IRT? Maxime?
Effectivement, oui, dès le départ, comme je l'indiquais, donc c'est un constructeur qui nous a orientés, qui nous a conseillé par rapport déjà à leur expérience avec l'IRT sur la qualité des services qui étaient proposés. Donc quand on s'est rapproché de l'IRT M2P, il y a eu déjà une analyse sur les solutions qu'on proposait et un retour. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le retour des experts. Et après, il y a un accompagnement qui s'effectue justement en ce qui concerne Gaming Engineering avec le montage de projets collaboratifs. Et je prends le pari aujourd'hui que dans un an, pour la session de l'année prochaine, on pourra encore mesurer davantage l'impact de l'IRT dans le développement de Gaming Engineering. Voilà. Mathieu, pour vous, côté, l'accompagnement, il est clair parce qu'il nous permet directement de prendre part à des projets qui existent, donc de travailler directement avec l'IRT. Et il y a un deuxième accompagnement qui est plus de l'ordre de la compétence, où là, clairement, lorsqu'on travaille avec certains industriels sur ce type de projet, on a une compétence, mais on n'a pas la globalité des compétences qui sont nécessaires. Et participer avec l'IRT Ralenium nous a permis de mettre en place, en partenariat avec eux, justement, certaines compétences qu'on n'avait pas et de proposer quelque chose de beaucoup plus global aux industriels, ce qui les intéressait fortement. Merci à tous les 5 d'être venus nous voir ce matin pour échanger, pour cette première table ronde.